La sagesse du fonctionnaire. Hervé Boulanger. Les éditions du 81. Chapitre 3. Sois prudent mais sans excès. J'ai eu 23 ans il y a quelques mois. Ce 1er septembre, c'est le jour de rentrée dans ma première école de fonctionnaire avant l'ENA 5 ans plus tard. Notre école est sur la Côte d'Azur et il fait très beau. Je porte mon uniforme tout neuf et je suis assis dans une grande classe en amphithéâtre, fraîchement repeinte, avec mes 22 homologues, élèves fonctionnaires. Nous sommes tous très heureux et très fiers. Nous avons réussi un concours difficile, réservé aux étudiants ayant un diplôme de Bac+3. La vie nous sourit et se déploie devant nous sans anicroche ni limite. Nous allons apprendre un beau métier. Nous allons surtout avoir la chance de nous inscrire dans la grande lignée des serviteurs de l'État qui ont fait la France. Nos modèles sont les grands hommes politiques, les grands soldats, les grands commis de l'État, les chercheurs qui se sont dévoués ou ont donné leur vie pour la France. Du Guesclin, Sully, Richelieu, Mazarin, Colbert, Vauban, les colonels Picard et Drian, les Curie, Philippe Kieffer, De Gaulle, Mendès France, Jean Monnet, Pasteur. Ces références illustres nous faisaient tenir lorsqu'il avait fallu, jour et nuit, réviser nos manuels de droit administratif pendant que nos amis allaient à la plage ou au café. Voilà notre état d'esprit au moment où entre dans la classe ensoleillée notre professeur, celui qui va nous servir de tuteur et de parrain pendant 2 ans. C'est lui qui va nous apprendre notre métier. Il n'a qu'une dizaine d'années de plus que nous. Il est grand, il est beau, il est brillant. Nous voulons tous être lui. Il nous parle de nos futures missions. Il raconte des anecdotes dans lesquelles les membres du corps d'État que nous venons de rejoindre jouent un rôle crucial et sauvent des situations inextricables. Déjà 12h30, l'heure de la pause. Il faudra attendre l'après-midi pour que le cours reprenne. Grand Seigneur, notre professeur, nous invite à déjeuner à la cantine administrative. Détendu, pendant le repas, il nous dit soudain : « Au fond, vous savez, pour réussir dans l'administration, il n'y a qu'une seule devise à retenir. Mieux vaut le bruit sec d'un parapluie qui s'ouvre que le bruit mou d'une carrière qui s'effondre. » Cette formule pittoresque qui inaugura ma première journée de jeune fonctionnaire et qui projeta une douche glacée sur mes idéaux, j'y penserai ensuite souvent tout au long de ma carrière. Cette expression cynique et désolante, qui ordonne de couvrir ses arrières en transférant les prises de risque sur les autres, illustre bien, hélas, une certaine vision de la prudence administrative. Heureusement, elle n'en est que la forme pervertie. La prudence est une des formes de l'humilité qui permet de discerner le bien véritable et de choisir les meilleurs moyens de l'accomplir. Elle est une vertu éminemment naturelle chez l'homme, dont la fonction est d'augmenter nos chances de survie depuis les origines de l'humanité. Le fonctionnaire est donc, comme tout le monde, naturellement prudent. Sa spécificité à l'égard de la prudence s'explique par la relation particulière qu'il entretient avec le risque. Certains agents de l'État, nombreux et aimés, ont un métier qui consiste précisément à prendre des risques. Les personnels en uniforme, pompiers, militaires, policiers, mais aussi ceux en blouse blanche qui doivent parfois faire des paris pour nous soigner. À l'opposé, la grande majorité des fonctionnaires qui contrôlent, enseignent, subventionnent, administrent, réglementent,
autorisent, transportent, nettoient, entretiennent, prélèvent, ne rencontrent pas d'incitations externes à se familiariser avec le risque et à se départir de leur prudence. Ils peuvent lui laisser le champ complètement libre, sans lui opposer aucune résistance, et sans que cela ne gêne en rien, en apparence, l'activité professionnelle. Ils ne sont pas contraints, comme dans le secteur privé, à vivre en permanence avec l'acceptation du risque d'être ruinés par un mauvais investissement ou une perte de clientèle. Ne jamais prendre de risques dans les métiers de l'entreprise n'est pas une option, car ce serait faire face à un danger encore plus grand. Être dépassé, marginalisé, has-been, impuissant, déconsidéré. Il y a bien des manières de ne pas réussir, mais la plus sûre est de ne jamais prendre de risques, disait pour eux Benjamin Franklin. Cette hypertrophie de la prudence administrative, qui pourrait être sans conséquence, se révèle parfois pathologique. L'attentisme est l'un des pires travers de la prudence administrative. Bien sûr, l'administration ne peut pas tout décider ou résoudre à son niveau, et doit attendre ses instructions et ses impulsions des dirigeants élus. Elle possède toutefois un pouvoir de proposition et de mise en œuvre qui lui ouvre de nombreuses possibilités de trancher et de se mouiller pour améliorer l'action publique au service des citoyens. Or, certains fonctionnaires sont incapables, sans impulsion du pouvoir politique, de prendre la moindre initiative ou de remettre en question leur propre mode de fonctionnement. Ils appliquent, en toutes circonstances, la fameuse formule du Dr Queuille. Il n'est pas de problème dont une absence de solution ne finisse par venir à bout. Le corporatisme est une autre facette obscure de la prudence administrative. Confronté à un choix entre une action qui sert l'intérêt général ou un attentisme qui conforte son groupe professionnel et donc sa carrière, le fonctionnaire peut parfois mal choisir et ouvrir, tant et plus, le parapluie et son bruit sec protecteur. Le cloisonnement administratif et le fait que la France soit l'un des derniers pays du monde à organiser les carrières et le travail par corps et non pas par métier favorisent cette situation. Si les fonctionnaires sont des chevaliers, ils se comportent parfois comme des féodaux vassaliques. Ils font prévaloir la bannière de leur duché de rattachement, leur ministère, sur celui du royaume, l'intérêt général du pays. Obnubilés par leur rivalité entre Stark et Lannister, il leur arrive d'oublier de s'allier pour défendre le royaume des 7 couronnes contre les marcheurs blancs. La suspicion est l'autre maladie de la prudence. La prudence est équilibrée lorsqu'elle renonce à tout contrôler en faisant le pari que l'être humain en face de moi est fiable, que je peux compter sur lui, qu'il va faire ce qu'il dit. Notre société repose sur la confiance que nous accordons aux autres, sur le fait que la quasi-totalité d'entre eux respectent la loi, honorent les contrats signés, paient leurs traites, déclarent leurs impôts, conduisent paisiblement. Dans le secteur privé, la valeur de confiance occupe une place très élevée. Lorsqu'ils sont interrogés, les cadres d'entreprise se positionnent davantage sur la valeur confiance, tandis que leurs homologues du secteur public privilégient la sécurité. Il est même possible d'affirmer avec Alain Perfit dans La société de confiance que la confiance favorise l'initiative, l'innovation, la mobilité, la compétition et est à l'origine de l'essor de la modernité des siècles derniers. À l'heure de la transformation numérique,
s'accroît encore dans les entreprises l'impératif de confiance. Elle est l'exhortation principale du management contemporain qui doit garantir l'implication et le dynamisme des salariés. L'accès total et la rapidité de traitement de l'information incitent à détailoriser, c'est-à-dire à encourager les initiatives individuelles des acteurs de terrain, à développer leur autonomie et à les responsabiliser, plutôt qu'à mettre en place des contrôles a priori, des process et des comptes rendus d'activité. Au contraire, la méfiance obsessionnelle peut se rencontrer chez certains fonctionnaires qui ont la manie de la vérification. Ils sont soupçonneux à l'égard de toute nouveauté, originalité ou groupes extérieurs, comme Mazarin dans son bréviaire des politiciens qui conseillait de ne jamais entièrement faire confiance à qui que ce soit. Ils pensent qu'être sceptique donne l'air intelligent, alors qu'être confiant, c'est être crédule, donc benêt. En début de carrière, j'ai trouvé pénible cet environnement d'étanchéité au risque et de surévaluation du critère de prudence dans la prise de décision. J'ai rencontré ces situations dans lesquelles tout le monde savait qu'une action était nécessaire pour corriger une situation injuste, mettre fin à un gaspillage, améliorer l'efficacité d'un service, mais où par prudence, rien ne bougeait. J'ai vécu cette situation classique du jeune fonctionnaire arrivant enthousiaste devant un chef, avec une proposition de réforme sur laquelle ils avaient travaillé avec soin et en concertation, et qui était censée résoudre un problème. D'entrée de jeu, le premier commentaire était « Oh là là, il faut être prudent !» Suivait alors, dans le meilleur des cas, une série de remarques précisant pourquoi il fallait faire attention. La prudence pouvait être justifiée, car l'action correctrice aurait pu causer un désordre plus grave encore, ou n'aurait pas été conforme au droit applicable, ou aurait représenté un coût disproportionné. Elle pouvait hélas aussi avoir son origine dans la crainte d'un service administratif concurrent ou d'un groupe de pression susceptible de se faire entendre par les médias ou au Parlement. Parfois, le besoin de prudence n'était pas explicité. La proposition était enterrée parce que on ne savait jamais ce qui pouvait arriver, ou parce que, si cette proposition n'a jamais été mise en œuvre, il doit bien y avoir une raison. J'ai ainsi dû remiser certaines simplifications de formalités ou déclarations que nous imposions aux administrés, alors qu'elles doublonnaient avec d'autres circuits d'information, mais qui avaient l'avantage d'asseoir notre position dans les rapports de force entre ministères. Je vous laisse imaginer le désespoir ressenti par le fonctionnaire, remisant au placard son travail de plusieurs semaines, pour la seule raison que dans le doute, il valait mieux ne rien faire. On doit reconnaître que le choix de la fonction publique ne va pas de soi pour ceux qui désirent le plus appliquer des idées bouleversantes, écrivait François Bloch-Lenné, figure mythique du haut fonctionnaire, qui dénonçait aussi ce nanti des moyens à eux confiés par la collectivité, qui ne discutent rien pour n'avoir pas d'ennui, négligent les soucis de l'avenir au bénéfice d'un présent calme, tolèrent tout ce qui ne les contrarie pas personnellement, laissent se perpétuer les scandales qu'ils sont seuls à connaître, et, d'une manière générale, profitent sans risquer en restant quoi ou couard. Échaudé par ces expériences de mauvais usage de la prudence, j'avoue avoir détesté la simple évocation de ce mot. Je rêvais du dynamisme entrepreneurial. Que faisais-je ici, entouré de bouddhas marmoréens qui ne veulent rien changer ou qui restent campés à défendre leur citadelle en se moquant de l'intérêt général?
Que n'étais-je placé sous la direction d'un entrepreneur charismatique, visionnaire, inventif, créatif, confiant dans l'avenir, constructif, coopératif, curieux. Un leader disruptif qui chamboule tout. Ah, si l'administration était dirigée par un Steve Jobs, tout irait mieux, pensais-je. J'avais tort. La perfection d'une pendule n'est pas d'aller vite, mais d'être réglée, dit le proverbe. Pour répondre aux demandes de leurs donneurs d'ordre, clients et citoyens, l'entreprise et l'administration réagissent différemment. Leur rapport au temps est différent. Le devoir de l'entreprise est avant tout d'aller vite pour satisfaire la demande volatile du marché. Le succès commercial est la satisfaction immédiate de l'acheteur. Le devoir du fonctionnaire est au contraire d'agir avec circonspection, vérifiant que toute action est équitable, juridiquement fondée et financièrement soutenable. L'intérêt général n'est pas la satisfaction immédiate de l'usager. L'action du fonctionnaire s'inscrit davantage dans la continuité du service public, principe à valeur constitutionnelle, que dans l'innovation et la rapidité d'exécution. Il doit prendre le temps de la maturation avant de décider, car il lui est pratiquement impossible de revenir sur une décision qui a déjà été mise en œuvre et qui a créé des droits acquis. À l'inverse de l'entreprise avec ses contrats, l'administration utilise des instruments juridiques unilatéraux pour traduire ses projets stratégiques. Le fonctionnaire rédige des procès-verbaux, des circulaires, des décisions faisant grief, ainsi que des rapports, des lettres d'attribution de droits, etc., qui doivent être précis et documentés. Il doit donc éviter la précipitation. Même pendant une crise sanitaire, il ne peut pas mettre un traitement sur le marché s'il n'a pas été validé collégialement après un protocole d'essai. Le fonctionnaire a le devoir de résister à la violence de l'immédiateté, comme l'écrivait, dans sa lettre ouverte, Christine Renon, cette directrice d'école maternelle de Pantin, avant son suicide en septembre 2019, même quand les administrés ne veulent pas des réponses différées. Plus notre environnement mondialisé est frappé de bougisme, plus nos concitoyens attendent de l'administration qu'elle constitue un point d'ancrage fixe, un repère solide et rassurant qui ne s'agite pas sans nécessité, juste pour donner l'illusion de la modernité. Les maîtres mots que l'on trouve partout aujourd'hui dans les journaux, les livres, les réseaux sociaux et les discours sont s'adapter, être flexible, changer radicalement, innover. La modernité ajoute l'incertitude inquiétante au mouvement perpétuel et le bougisme précipite les gens dans la conformité du désordre. Notre époque devient, selon Zygmunt Bauman, une société liquide, insaisissable et atomisée, volatile, incertaine et éphémère. Dans cet univers étourdissant, où on nous dit que rien de ce qui était vrai hier n'est valable aujourd'hui, que rien de ce qui vaut aujourd'hui ne vaudra demain, le pas pesant et circonspect du fonctionnaire a quelque chose de tranquillisant. Le fonctionnaire se doit également d'être plus méfiant que le responsable d'entreprise. Une partie des agents publics sont chargés de fonctions de contrôle, par exemple dans les domaines de la fiscalité, de l'attribution de subventions et d'aides, d'ordre public, d'écologie, d'identité, de nationalité, de fraude, pour lesquels la méfiance est un outil de travail. Certains veulent instrumentaliser l'administration à leur profit. Le fonctionnaire ne peut pas faire confiance a priori et doit examiner consciencieusement toutes les situations personnelles avant d'accorder un droit. Tout le monde s'agace des étapes préalables à la décision administrative. Formulaire, déclaration, justificatif, concertation, étude d'impact, analyse juridique. Oui, l'administration a besoin de la paperasserie
et de la bureaucratie tatillonne qui donne du temps à la réflexion et évite l'arbitraire et la précipitation. Le vicomte de Bonald, s'adressant aux serviteurs de l'État, recommandait un savant mélange d'optimisme et de méfiance. Pour bien gouverner, il faut toujours voir les hommes comme ils sont et les choses comme elles devraient être. Le fonctionnaire doit aussi faire preuve de prudence lorsque s'exprime une demande sociale de toujours plus de réglementation. L'accusation portée contre l'administration de construire des usines à gaz juridiques dignes des Shadocks est parfois justifiée. Lorsque le réel est compliqué, la réglementation pour l'appréhender peut s'avérer compliquée aussi. Sans cela, les exceptions seraient ignorées et deux personnes dans des situations différentes seraient traitées injustement de la même façon. Règle unique, règle inique. Pourtant, dans ce jeu de la complexité réglementaire, l'administration joue souvent à contre-emploi. Contrairement à une opinion bien répandue, les fonctionnaires sont loin d'être toujours à l'origine de ces complexités. Ils essaient plutôt de limiter les demandes de raffinement juridique, car ils savent la difficulté qu'ils auront pour les mettre en œuvre en cohérence avec d'autres textes. Des intérêts catégoriels se manifestent pourtant pour demander d'inscrire dans les textes des garanties, d'introduire des cas particuliers, d'inventer des normes techniques pour tenir compte de leur spécificité. Si la France a créé autant de niches fiscales que de sortes de fromages, ce n'est pas sur la suggestion des administrations. Pour ma part, j'ai été amené à proposer de complexifier le code de commerce à la demande des fournisseurs et acheteurs de la grande distribution, qui ne faisaient pas confiance à leurs relations contractuelles pour équilibrer leurs intérêts. Certains aiment citer la phrase de Georges Pompidou en 1966, qui demandait qu'on cesse d'emmerder les Français avec trop de lois, trop de textes, trop de règlements. Les fonctionnaires ne demandent qu'à supprimer les dispositions obsolètes, les contradictions, les doublons, les formalités inutiles. Mais ce travail de Sisyphe, éternellement recommencé, implique souvent de faire face à des oppositions. Même la méfiance qui m'a le plus agacé, celle entre services, possède quelques vertus. Tous les fonctionnaires travaillent pour l'intérêt général, doivent collaborer et dépasser leurs querelles de clocher pour être les plus utiles et efficaces possibles pour leurs concitoyens. Les recherches ont cependant montré que la culture organisationnelle qui permet à l'agent d'acquérir une identité, une appartenance à une collectivité de proximité, augmente son efficacité au travail. Il trouve une vitalité à se dire qu'en tant que fonctionnaire du service X, il a des qualités supérieures à ses collègues du service Y. Dans les siècles précédents, beaucoup d'administrations conservaient ainsi un uniforme afin que l'esprit de corps manifesté par les distinctions vestimentaires, insignes, galons, boutons, passementeries, joue un rôle de motivation. Je ne sais pas si l'efficacité produite par cette dynamique compense les dysfonctionnements des chicanes administratives, mais c'est un point à prendre en compte. Les réformes du management conduites au Royaume-Uni en supprimant des corps de fonctionnaires ont détruit en même temps les solidarités de groupe qu'ils encourageaient. Malgré leur irritation contre la fonction publique, les citoyens attendent d'elle, en réalité, qu'elle soit l'institution de la prudence. Ils peuvent comprendre, et même apprécier, que l'administration vérifie plusieurs fois chaque information avant d'agir. C'est à ce prix qu'elle reste socialement utile et à la hauteur de ce qu'elle coûte. Je ressens aujourd'hui beaucoup d'affection
et d'admiration pour le personnel administratif et pour le versant radieux de sa prudence. La discrétion pour conserver les secrets dont il est détenteur ou pour ne pas révéler ses actions en préparation. Dans l'action, il ne faut rien dire, disait le général de Gaulle. La finesse, le tact et l'écoute pour ne pas ajouter de la souffrance aux usagers qu'il vient contrôler ou qui se déplacent à sa rencontre pour demander une aide financière, un document, une protection, une déclaration. Comme disait Richelieu, il faut écouter beaucoup et parler peu pour bien agir au gouvernement d'un État. Réservé et distant pour que ses émotions n'influent pas son jugement, le fonctionnaire sait aussi être plein d'attention et de politesse. L'anticipation. Les fonctionnaires prennent un soin méticuleux pour préparer tout changement de règles imposées aux citoyens et éviter qu'ils souffrent du moindre tracas pendant la période de transition. La rigueur. Rigueur budgétaire pour bien gérer l'argent du contribuable, rigueur juridique pour donner de la prévisibilité aux décisions, rigueur dans l'équité et rigueur dans la répression de ceux qui trichent. J'ai rencontré ces cas complexes qui nécessitent temps, prudence et réflexion avant d'agir à l'époque où je travaillais dans le domaine de la protection du consommateur. La loi impose qu'un produit alimentaire soit retiré de la vente lorsqu'il présente un risque pour la santé. Le risque est apprécié par des analyses périodiques en laboratoire du produit. Or, les analyses vétérinaires se révèlent parfois contradictoires entre elles ou changent d'un jour à l'autre. L'application d'un principe de précaution en faveur du consommateur impliquerait, dans de tels cas, que le produit soit interdit dès qu'une seule analyse indique un risque, sans tenir compte des autres analyses. La difficulté est que le principe de précaution s'applique aussi en faveur des salariés qui travaillent dans les entreprises fabriquant ces produits. À partir de quand faut-il les mettre en chômage technique lorsque les différentes analyses disent une chose et son contraire? J'ai connu aussi le cas d'un fromage fabriqué dans les alpages depuis la nuit des temps, avec des louches en bois. Soudain, un nouveau vétérinaire nommé dans la région souleva dans un courrier officiel la question du risque sanitaire que présentait un tel instrument médiéval. Cette alerte devint immédiatement un mistigris que le directeur local compétent, puis le directeur national, s'empressèrent de transférer pour décision au ministre. Une réunion entre ministres fut donc organisée chez le Premier ministre afin de décider que le fromage serait désormais moulé dans des louches en acier. Quelques années plus tard, les scientifiques démontrèrent les propriétés bactéricides du bois et il fallut se demander s'il ne serait pas préférable de retourner à la louche en bois. Les récentes épidémies, grippe H1N1 ou coronavirus, ont posé des problèmes similaires d'arbitrage entre le zéro risque sanitaire à tout prix et des décisions équilibrées et progressives en fonction des informations disponibles et du conseil des experts. Dans des cas comme cela, une prudence extrême s'impose. Toute décision immédiate à l'emporte-pièce du type « il y a un risque, il faut tout arrêter » ou « tant pis pour la santé, ne faisons rien et sauvons l'emploi » serait stupide. C'est pourquoi l'administration déploie, dans ces cas-là, ses trésors de prudence, de triple vérification technique ou scientifique et de validation par les plus hautes autorités politiques. En l'occurrence, le Premier ministre ou le chef de l'État. Comment ne pas s'en réjouir et trouver cette attitude rassurante? Quelle que soit la décision prise, ce ne sera pas la bonne pour les commentateurs de mauvaise foi
qui pourront accuser les autorités d'avoir été, selon les cas, timorées ou inconséquentes. La prudence conduit les autres qualités en leur apportant règles et mesures, mais elle peut prendre une tournure excessive ou maligne. Tout est une question de proportion. Si la prudence a été classée sous l'Antiquité parmi les 4 vertus cardinales avec le courage, la tempérance et la justice, c'est parce qu'elle doit être équilibrée par ces autres vertus pour bien fonctionner. Elle commande souvent de ne rien faire et de se taire, mais elle se mue en peur, en duplicité ou en dissimulation dès qu'elle refuse d'affronter vaillamment les injustices et plus largement les problèmes à résoudre. Il n'est pas possible d'être homme de bien sans prudence, ni prudent sans vertu morale, remarquait Aristote dans l'Éthique à Nicomaque. Le fonctionnaire consciencieux se souvient qu'il doit agir à la fois en surveillant ses pas, mais aussi en voulant toujours imiter, à sa mesure, le courage de ses héros modèles, de Jean Moulin à Claude Érignac et Arnaud Beltrame. La règle de Benoît de Nursie, premier traité pour une vie harmonieuse dans une communauté qui était également professionnelle, définissait vers 550 ce bon équilibre de la prudence. Le responsable décide et commande tout avec mesure. Il prévoit et il réfléchit. Mais il n'est pas agité, il n'est pas inquiet. Il n'est pas jaloux et il sait faire confiance.